rebondir sur ce que j'ai dit dans une précédente vidéo à propos de l'astrologie et de l'avenir de l'astrologie, l'astrologie est pénalisée par l'absence de documentation constituée par un certain nombre d'autres disciplines. Parce que même si les sciences sociales, sciences humaines, sciences de l'homme, sciences politiques, sciences juridiques, ne s'intéressent pas à l'astrologie, ce qui est leur droit, en revanche, elles devraient remarquer, signaler des récurrences, des répétitions, des cyclicités, empiriquement, mais elles devraient le signaler. Imaginons qu'aujourd'hui, on dispose effectivement de certain nombre de données, de graphiques, de schémas qui montrent que la vie politique, la vie sociale obéit à un certain nombre de cycles. Sans qu'on demande des explications sur ces cycles, sans qu'on demande si ces cycles sont fondés sur les planètes ou sur je ne sais quoi, mais on observe ces cycles. Et bien même ce travail-là, en aval, n'est pas fait, à ma connaissance. En économie, il y a un certain nombre de processus qui ont pu être signalés, mais enfin, ça ne va pas très loin. Alors imaginons que ces travaux existent, aient existé, qu'on ait plus souvent qu'on l'a fait remarquer des répétitions, des récurrences, des intervalles réguliers qui font que les choses reviennent, eh bien, le travail des chercheurs en astrologie serait facilité. Et en définitive, les astrologues sont obligés de tout faire. Non seulement d'expliquer les choses, mais de présenter les choses en soi. C'est-à-dire que c'est comme un sculpteur qui devrait à la fois sculpter le matériau, mais en même temps produire le matériau. C'est quand même beaucoup de choses pour une seule personne, pour une seule corporation. En 1976, quand j'ai publié Clé pour l'astrologie, il y a donc 42 ans passés, puisque c'était au mois de mars 1976, et d'ailleurs quand j'ai publié, j'étais en Israël, eh bien, j'avais remarqué des phénomènes géopolitiques. Lorsque j'avais remarqué des phénomènes géopolitiques qui revenaient régulièrement, là je simplifie parce que je n'ai pas fait l'effort de revenir sur cette période qui est quand même assez ancienne. Mais enfin, je suppose que c'est comme ça que j'ai travaillé, disons, très franchement. J'avais remarqué que les choses revenaient régulièrement, que les empires se constituaient, se défaisaient, etc. C'est à peu près ce que je dis aujourd'hui, 40 ans plus tard. Sauf que je n'avais pas les mêmes outils d'explication. Mais le constat lui-même, que j'explique ce constat par le passage de Saturne sur des étoiles fixes royales, les 4 étoiles fixes royales, ou que j'explique par le passage sur les axes équinoxiaux et solsticiaux, comme je faisais au début donc, des années 70, au milieu des années 70, le constat était le même. L'explication était différente, mais le constat était le même. Il y avait une récurrence, une régularité, tous les 3-4 ans, voilà, il y avait des changements qui se produisaient. Et ça, le phénomène en lui-même n'a pas fondamentalement changé. Il peut avoir été plus ou moins précisé, plus ou moins explicité, mais il n'avait pas changé dans les grandes lignes. De la même façon, alors que j'ai en 95, j'ai publié, 94, j'ai publié l'astrologie selon Saturne, donc une vingtaine d'années après Clé pour l'astrologie, là, il s'agissait d'expliquer un phénomène que j'avais cru devoir observer tous les 30 ans, à peu près. Là encore, j'ai essayé d'appliquer une grille astrologique pour comprendre ce que j'avais expliqué sans l'astrologie. Et j'avais
utiliser, faute de mieux, le passage de Saturne sur l'axe des équinoxes et alternativement sur l'axe des solstices. Sans d'ailleurs distinguer en quoi que ce soit le fait qu'il passe sur l'équinoxe et les solstices. De toute façon, je travaillais à cette époque-là, sur cette direction-là, que sur passage de Saturne tous les 30 ans. Donc il n'y avait pas besoin de diviser 36 fois. C'est seulement de dire que Saturne, chaque fois que Saturne se rapprochait de 0 bélier, il y avait un événement important. C'était tentant, puisque 0 bélier, c'est le début, donc quelque part une forme de révolution tous les 30 ans, avec Saturne arrivant vers le bélier, pouvait être intéressant. Sauf que, je me suis aperçu par la suite que, premièrement, il n'y avait aucune raison de se polariser uniquement sur le 0 bélier, qu'il fallait étudier aussi le fait que les choses se faisaient non pas tous les 30 ans, mais tous les 7 ans, et que, comme j'en avais parlé avec un nombre d'astro-sceptiques, qui me disaient, oui, mais vous étudiez Saturne, le passage sur les équinoxes solstices, les équinoxes solstices, c'est une abstraction, ce ne sont pas des corps célestes. C'est exactement ce que disait d'ailleurs Kepler. Donc je me suis dit, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place des équinoxes et des solstices? Et là, j'ai eu un eureka. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas prendre les 4 étoiles fixes royales, dont je connaissais l'existence, parce que quand j'ai appris l'astrologie, ça figurait dans les manuels d'astrologie d'un Antares ou d'un Hadès, etc. Comme ça, en annexe en quelque sorte. Et c'est comme ça que je suis arrivé, il y a à peu près une quinzaine d'années, je ne sais pas exactement, on pourrait vérifier ça, au début du XXIe siècle, je suis arrivé à l'idée qu'il fallait étudier la dialectique de Saturne avec ce quadrilatère imparfait d'ailleurs, un peu bancal, puisqu'il n'est pas exactement parfait. C'est pas, les 4 étoiles fixes royales ne sont pas distantes les unes des autres de 80 degrés, mais ça varie entre 80 et 100 degrés, bon, comme ça. Mais au contraire, le fait que ce ne soit pas un système absolument rigide montre bien qu'on est dans la réalité astronomique et pas dans la projection d'un système sur la réalité, ce qui est le cas de la division en 12 signes. Donc, il faut toujours voir le bon côté des choses. Il y a toujours un revers à la médaille. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que, pour terminer, je veux dire que il faut observer le monde, observer des périodes, des intervalles, et bien entendu, ça veut dire aussi qu'on s'intéresse qu'on détermine un certain type d'événement, un certain profil d'événement. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais ça, ce n'est pas encore de l'astrologie mondiale. Ça, n'importe quel chercheur en sociologie politique, en sciences politiques, devrait en être capable et devrait proposer des conclusions à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des thèses de doctorat sur ces questions. Je n'ai pas eu le temps ni le désir de le vérifier. Mais il faut bien comprendre que l'astrologie mondiale aujourd'hui implique de faire une recherche en aval ou en amont, comme on voudra. En aval, pour observer empiriquement des récurrences, des intervalles, et ensuite, puisque ce travail n'est pas fait par les autres professions, et ensuite de trouver un référentiel astronomique, que finalement on est quand même dans l'astronomie, en fait l'astronomie quel qu'il soit, qui soit fondé sur, comme dirait Kepler, sur une réalité céleste, sur une réalité matérielle, sur des corps célestes, qui coïncide avec, grosso modo, avec cette périodicité. Voilà. Et d'ailleurs, quand on prend les travaux d'André Barbeau, c'est un peu ce qu'il a fait à la suite de Gouchon. Il a observé, et ça c'était pas la peine de sortir de Polytechnique pour le constater, qu'il y avait eu 2 guerres mondiales. D'ailleurs, ces travaux ont été faits par Gouchon au lendemain même de la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est demandé s'il y avait des configurations célestes qui coïncidaient avec ces 2 guerres mondiales et qui étaient comparables entre ces 2 guerres mondiales. Comparables pas dans le détail, mais globalement.
D'où cette idée que, oui, finalement, et ça c'était l'idée de Kepler aussi, oui, lors des guerres mondiales, il y avait une sorte de congrégation, de rassemblement, de conjonction des planètes, non seulement du septénaire comme le faisait Kepler, mais aussi englobant Uranus, Neptune et Pluton. Et cela, il l'observait pour les deux guerres mondiales. Et par conséquent, par extrapolation, la courbe pointait un troisième grand rassemblement de planètes dans un secteur relativement étroit de l'écliptique, pour ne pas parler du zodiaque, et ça devait valoir, n'oublions pas que ces travaux paraissent en 67, donc largement avant les années 80, ça devait valoir pour la décennie 80. Moi-même, à cette époque-là, j'étais extrêmement actif dans le milieu astrologique, et j'ai organisé un grand nombre de colloques, dont un colloque en 78, je crois, sur les grandes conjonctions. Donc on était tous plus ou moins dans l'attente de ce phénomène mondial, non seulement au niveau céleste, mais dans ses implications historiques, politiques, géopolitiques. Et ça n'a pas eu lieu, ce qui a provoqué un désenchantement par rapport à l'astrologie mondiale. Pourquoi? Parce que, là encore, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il ne suffit pas d'étudier les planètes entre elles, il faut étudier la dialectique entre planètes et étoiles. Et à partir du moment où on ne fait qu'étudier les planètes entre elles, ça ne peut pas être cohérent. Puisque les choses ne reviennent pas exactement à la même position ou dans la même structure régulière. Par exemple, chaque fois, dans le système que je développe, il y a 4 points fixes. Les 4 planètes, les 4 étoiles fixes royales, elles sont toujours au même endroit, sur une très longue période. Et donc, quand une planète revient sur ces points fixes, c'est toujours au même point du ciel. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir, voilà, c'est à tel endroit. Avec la théorie de Barbault reprenant celle de Kepler, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de point fixe. Il y a simplement un moment où les planètes se regroupent, un moment où elles se dispersent. Voilà. Et ça, c'est pas suffisant. D'autre part, considérer les planètes au-delà de Saturne comme faisant partie d'un système, c'est pousser le bouchon un peu loin, puisque ça voulait dire que toute l'astrologie antique, ignorant Uranus, Neptune et Pluton, était à mettre au panier, y compris les travaux sur les grandes conjonctions Saturne-Jupiter, qui auraient ignoré justement Uranus, Neptune et Pluton. Et cette astrologie mondiale de Barbault, c'est l'astrologie triomphante de l'astrologie contemporaine, n'est-ce pas, qui a enfin les clés d'une astrologie complète, puisque les astronomes ont trouvé, à partir de 1781, 1846, 1930, les éléments qui manquaient à l'astrologie. Bon, ça me paraît très délirant. Il vaut mieux être raisonnable et parler d'une astrologie qui existe déjà depuis des millénaires, avec des planètes qu'on connaît déjà depuis des millénaires, avec des éléments fixes qui sont bien inscrits dans le ciel, qui sont les étoiles, et non pas avec des divisions mathématiques qui sont des artefacts, comme disait d'ailleurs Kepler lui-même, qui dit « je veux enlever de l'astrologie tout ce qui est invention de l'homme, tout ce qui est projection, aurait-il pu dire, de systèmes de grilles de lecture complètement artificielles et mathématiques sur le ciel. » Voilà. Bon, donc, voilà où nous en sommes. Cela dit, on remarquera donc que la méthode de Barbault, c'était bien de partir de phénomènes sociopolitiques observables et d'essayer d'expliquer s'il n'y avait pas une explication astrologique.
l'explication astrologique et astronomique, forcément, puisqu'on regarde ce qui est astronomiquement récurrent. Donc forcément, de toute façon, l'astronomie, pas toute l'astronomie, pas tout ce qui existe en astronomie, mais est-ce qu'il y a des éléments de l'ordre de l'astronomie qui coïncident avec le phénomène qu'on veut étudier? Le problème aussi, pour terminer, c'est que les guerres mondiales, c'est quelque chose de très particulier à une période qui s'est étendue entre 1914 et 1945, soixantaine d'années, et qui ne vaut guère pour des périodes plus anciennes. Donc il ne peut pas avoir de valeur universelle. Et quand une théorie est trop limitée dans le temps, et explique des phénomènes qui sont trop limités dans le temps, elle est très hypothéquée et elle a des chances de ne pas tenir longtemps.